y a tout juste 2 ans, le 15 août 2021, les talibans, un groupe islamiste armé, prenaient le pouvoir par la force à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et les images faisaient alors le tour du monde. Alors aujourd'hui, où en est-on ? Eh bien, on va voir notamment que les droits des femmes ont fortement disparu. C'est le sujet à la une de ces actus du jour en formule été, incarné donc exceptionnellement par des journalistes de l'équipe. Je laisse donc la parole à Blanche pour ce sujet. Merci Hugo et salut tout le monde. Les talibans ont donc défilé ce mardi pour célébrer leurs 2 ans de retour au pouvoir après leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001 avant d'être chassés par les États-Unis. À Hérat, dans l'ouest du pays, des défenseurs des talibans ont notamment scandé « Mort aux Européens » ou encore « Mort aux Occidentaux ». Mais alors, quel est le bilan depuis 2 ans ? Alors selon les soutiens du régime taliban, c'est le retour au calme après 20 ans de guerre contre les Américains. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des talibans, on avait fait une vidéo récapitulative il y a 2 ans, je vous mets le lien en description. Alors certes, il y a plus de sécurité aujourd'hui que sous l'ancien régime, mais c'est de fait parce que les talibans, qui constituaient le groupe qui combattait l'ancien pouvoir en place, et désormais au pouvoir. Les talibans mettent aussi en avant dans les choses positives la lutte contre la culture du pavot, cette plante qui sert ensuite à fabriquer de l'opium, une puissante drogue. Selon un rapport publié en juillet, les surfaces cultivées pendant la saison 2022-2023 ont en effet diminué de 80%. Ceci dit, on ne peut pas vraiment dire que le pays va bien depuis le retour aux talibans, surtout qu'aucun État n'a reconnu diplomatiquement leur régime. Déjà, le retrait de milliards de dollars d'aide internationale, qui fait partie des sanctions occidentales contre le régime taliban, a plongé l'Afghanistan dans la pauvreté et la misère. Actuellement, 80% de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 2,15$ par jour. Par ailleurs, près des 2/3 de la population, soit 28 millions de personnes, ont besoin d'une aide d'urgence selon l'ONU. Enfin, 3 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition grave, toujours selon l'ONU. Bref, l'Afghanistan connaît à l'heure actuelle l'une des pires crises humanitaires au monde. Ensuite, au moment de leur retour au pouvoir, les talibans promettaient un régime plus souple que dans le passé, notamment en matière de droits humains, mais alors qu'en est-il ? Eh bien cette promesse n'est pas du tout respectée. Les femmes qui doivent porter le voile intégral quand elles sortent de chez elles ou être accompagnées d'un homme sont exclues de toute une partie de la vie publique. Elles n'ont pas le droit de fréquenter les parcs, les salles de sport ou encore d'étudier à partir du collège et donc au lycée et à l'université, ce qui a d'ailleurs donné lieu à la création d'écoles clandestines. Elles n'ont pas le droit non plus de travailler pour des ONG, ce qui a amené beaucoup d'organisations à quitter le pays faute d'employés. Enfin récemment, ce sont les salons de beauté, derniers lieux de sociabilité auxquels elles avaient accès, qui ont été fermés par les talibans. C'était l'un des seuls secteurs encore dirigés par des femmes en Afghanistan. D'ailleurs, au-delà des droits des femmes, les talibans ont également mis en place des restrictions très sévères sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Enfin, le pays subit des conséquences du changement climatique, notamment des périodes de forte sécheresse ou des invasions de criquets, ce qui affecte énormément l'agriculture, et ce, alors que 70% de la population afghane vit en zone rurale. Résultat, 1,5 million d'Afghans ont fui leur pays, soit 4% de la population. Pour l'instant, l'Afghanistan parvient à survivre, notamment grâce à la taxation aux frontières, qui fonctionne plutôt bien et qui permet à l'État d'avoir des revenus. Reste à savoir combien de temps le pays tiendra. Je vous mets des liens d'émissions et de reportages en description si vous voulez creuser le sujet, et je vous laisse avec Anaïs pour les actualités en bref. Merci Blanche et salut à tous. On commence par une nouvelle inculpation pour l'ancien président américain Donald Trump, la 4e en moins de 6 mois. Alors cette fois, c'est un jury de l'État de Géorgie qui l'accuse d'avoir tenté de manipuler le résultat de l'élection présidentielle de 2020, lors de laquelle il a perdu face au démocrate et actuel président Joe Biden. D'après ce jury, Trump aurait notamment fait pression sur des responsables du scrutin pour inverser les résultats. Il avait perdu la majorité dans cet État à 12 000 voix près. La procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, a déclaré qu'elle souhaitait un procès dans les 6 mois. D'après les médias américains, Donald Trump risque une lourde peine de prison. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, à Mayotte, un département français d'outre-mer situé dans l'océan Indien, de nouvelles destructions de logements ont eu lieu ce lundi dans le cadre de l'opération Wambushu, une opération controversée qui a pour but de lutter contre l'immigration illégale et la criminalité à Mayotte. 81 habitations ont été détruites, portant le nombre total à près de 500 depuis juin. 7 des 36 familles recensées ont accepté une proposition d'hébergement. Fin juin, alors que cette opération devait s'achever, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé son prolongement et déclaré que le gouvernement envisageait la destruction d'environ 1250 logements insalubres à Mayotte d'ici la fin de l'année et qu'il devrait être
être remplacés par des logements sociaux. Troisième actu, le président russe Vladimir Poutine a adressé un message aux dirigeants de la Corée du Nord Kim Jong-un ce mardi, en prônant notamment le renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien de nos peuples, a-t-il notamment déclaré. Cette déclaration intervient dans un contexte particulier alors que la Russie mène toujours la guerre contre l'Ukraine et se retrouve ainsi plutôt isolée sur la scène internationale. Quatrième actu, un groupe de 16 jeunes américains a remporté une importante victoire judiciaire. Ils accusaient l'État du Montana d'enfreindre leurs droits en favorisant l'industrie des énergies fossiles, donc le gaz, le charbon ou encore le pétrole. Alors il s'agit d'une décision historique puisque c'est le premier grand procès climatique de ce genre aux États-Unis. Les plaignants âgés de 5 à 22 ans ne demandaient aucune compensation financière, mais cette décision pourrait avoir des conséquences importantes sur de futurs projets de construction ou d'implantation d'entreprises par exemple. L'État du Montana a annoncé qu'il ferait appel après ce verdict qu'il juge, je cite, absurde. Cinquième actu, la première visite du roi Charles III en France, le successeur de la reine Elisabeth II, aura lieu en septembre prochain. La date officielle sera communiquée d'ici la fin du mois. Alors initialement prévue du 26 au 29 mars, la visite du roi avait été reportée à cause des manifestations contre la réforme des retraites. On vous tiendra au courant. On termine par le classement des 1000 meilleures universités au monde. Chaque année depuis 2003, il est établi par l'organisation Shanghai Ranking Consultancy. Et cette année, les universités françaises remontent dans le classement. C'est l'université Paris-Saclay qui arrive le plus haut à la 15e position et gagne ainsi une place par rapport à l'année dernière. Au total, 18 établissements français sont présents dans le top 500, soit 2 de plus que 2022. Le top 10, quant à lui, est identique à celui de l'édition précédente, avec 8 universités américaines et 2 britanniques, et notamment Harvard en première place. Merci beaucoup pour ces actualités. Alors je le rappelle, la formule classique des actus du jour revient fin août. Je reviens aussi de mon côté fin août. En attendant, au-delà de ce format en version été, pour suivre l'actualité au quotidien, rendez-vous sur notre newsletter qu'on a lancé il y a quelques jours pour recevoir chaque jour par email l'essentiel de l'actualité. Le lien est directement en description. On est aussi très présent sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte si vous n'êtes pas encore abonné. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit du coup à demain.